C'est un peu curieux parce que tiens, Je sais que tu as eu des événements là-bas. J'ai vu qu'il il a abandonné le truc. Mais ils fabriquaient des baïonnettes qui sont Je suis pharmacien. il y a 20 ans. Voilà, non mais pour les gens à qui vous dites, est-ce que vous connaissez Jean-Zay, vous pouvez leur dire, mais vous trouverez sur des résultats. Si vous me donnez moi je vais l'ouvrir, vous trouvez parce qu'il y a rien, c'est facile. Et je vous assure que les gens avec ça, découvrir le Celle de gauche est de 55.
Tommy, non, pourquoi j'ai dit ça? Bonjour, je suis le ça va vite. Et Oui. Moi je sais que vous êtes la fille. Lui il ne sait pas. La fille est la deuxième fille. Voilà la deuxième fille. Monsieur le député, monsieur le président du conseil régional, monsieur le maire, monsieur le délégué à l'académique, à la formation professionnelle initiale et continue, mesdames, messieurs les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, mesdames, messieurs les représentants du monde industriel, chefs d'entreprise, membres de la Chambre de commerce et d'industrie, mesdames, messieurs les représentants des associations partenaires, mesdames, messieurs les parents d'élèves, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les élèves et étudiants, chers amis. L'École nationale professionnelle, affectueusement surnommée la NAT, a donc pris le nom de Jean Zay en 1933, un peu comme lors d'un mariage, et ils se sont bien choisis. Amoureux des sciences, Jean Zay fut à l'origine de la création du CNRS, comment ne pas s'en souvenir dans un lycée scientifique et technologique. Amoureux du cinéma, il lança le Festival de Cannes, comment ne pas s'en souvenir également dans un lycée où nos enseignants ne loupent jamais un festival du court-métrage. Amoureux des arts, il fonda le musée d'art moderne et ça sonne comme un écho à notre politique culturelle et à nos partenariats. Alors oui, monsieur Zay, de par vos goûts, vous étiez prédestiné à donner votre nom à la NAT. Dans ce rapprochement, il faut aussi insister sur l'âme de la NAT, qu'on appelle maintenant l'esprit Jean Zay, est-ce par hasard? Ces valeurs autour desquelles nous nous retrouvons tous pour donner à ces élèves et ces étudiants de tous horizons les clés de notre société. Leur apprendre, si besoin est, politesse, retenue et respect de soi, des qualités humaines au service des compétences qui leur permettront de trouver leur place dans notre société. Les accompagner au plus près, les écouter, être là à chaque instant de leur parcours, c'est ça aussi l'esprit Jean Zay. Leur permettre de poursuivre leurs études, stimuler leur opinion, ouvrir la voie des BTS, des classes préparatoires à ceux qui à l'origine ne s'en croyaient pas capables, pour les emmener vers la réussite, là aussi l'esprit Jean Zay. Leur inculquer cette démarche de l'ingénieur qui veut qu'on rêve un avion avant de le faire décoller, qu'on rêve d'être pour bâtir un projet de vie, un projet soutenu par une ferme intention de réussir, qui permettra de générer l'attention de chaque instant, qui prépare l'avenir au mieux. Là encore, l'esprit Jean Zay. Quelle meilleure philosophie donc que celle de l'homme Jean Zay, unie pour le meilleur à celle du lycée Jean Zay, résonnant toutes deux à l'unisson, pourrait accompagner le petit pousset et la petite poussette de Michel Serres dans leurs apprentissages à l'ère de la révolution numérique, leur offrant tradition et culture comme base de réflexion à l'aune d'une civilisation de l'immédiateté. Pour stimuler leur curiosité, leur apprendre à toujours cueillir cette fleur de sérendipité qu'ils ne manqueront pas de trouver sur le bord de leur chemin. Alors longue vie à toi, lycée Jean Zay, et très joyeux anniversaire à vous tous, plus particulièrement les personnels, enseignants, administratifs, techniciens et ouvriers de service, qui sont l'esprit du lycée Jean Zay. À vous tous, élèves et anciens élèves devenus maintenant des partenaires, longue vie à ce bel héritage que vous nous laissez, monsieur Zay. Les hommes que nous étions avant 1940,
car des temps fouillent très loin en eux-mêmes leurs sentiments essentiels, comme ces poissons énormes des grandes profondeurs, invisibles de la surface et dont on ne soupçonne pas l'existence. La tempête a semé l'agitation dans les eaux les plus calmes. Elle a fait remonter au grand jour tout ce qui dormait dans les ténèbres. Chacun exhibe sa faune sous-marine. Quels spectacles inattendus se sont offerts aux yeux. Que de monstres hideux se dissimulaient sous les apparences de l'amitié, du dévouement, de la loyauté et du patriotisme. Mais parfois, quelle surprise agréable quand nous découvrons des trésors cachés du courage ou de la fidélité, que nous n'avions pas su discerner sous des eaux dormantes. Nous ne nous connaissions pas nous-mêmes. Chaque jour, nous sentons émerger une vertu inconnue, un vice caché. Nous pouvons explorer, établir nos cartes et ouvrir des routes nouvelles. Il nous est loisible, enfin, de classifier, de comparer. Les preuves permettent à chacun de reprendre une à une ses amitiés, de les démontrer attentivement et de les recomposer pour lui-même. Révélatrice autopsie. Les meilleurs sortiront régénérés de ces années terribles. Ils évoqueront plus tard les pauvres créatures qu'ils ont failli devenir avec un frisson de dégoût. Comme le serpent, s'il pensait, songerait à sa vieille peau après la nuit. Ou bien nos culs de plaque nous commémorait Jean Z dans cet établissement. Alors nous avons choisi pour ces 80 ans de faire réaliser par l'atelier artistique de Michel Galdemar une plaque en l'honneur de M. Z. Si vous voulez bien passer dans le haut. Dévoiler la plaque. Les co-chairs, monsieur Denis, si vous voulez bien faire transmettre. Vas-y, monsieur Coin. Allez. Vous déposez sur la droite de la croix. Voilà. Pour le comité en l'honneur des parlementaires du 10 juillet 40. Dans le train. Monsieur le député. Monsieur le préfet. Et Madame le recteur. Nous procédons maintenant à une minute de silence, si vous le voulez bien.
Monsieur le maire, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, je ne vais peut-être pas reprendre l'ensemble des personnalités que Madame le proviseur a citées tout à l'heure. C'est un honneur pour moi de débuter cette série de discours dans ce hall. Je ne vais pas être trop long, mais simplement avoir d'abord une pensée de joie, parce que nous sommes ici dans un établissement qui parle du futur, tout en s'appuyant sur le passé. Bien sûr, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui, à Montréal, ont réfléchi, ont œuvré pour pouvoir créer cet établissement sur ce lieu. Et cet établissement qui, autrefois, était une école de la coutellerie. Donc, la coutellerie est toujours là, elle a évolué. L'établissement est aussi toujours présent, plus que présent. Et je voudrais simplement remarquer un certain nombre de traits de caractère de cet établissement. Je vous parlais tout d'abord de l'audace, puisque c'est un établissement qui a toujours été à la pointe dans l'innovation, dans l'innovation pédagogique, dans l'accompagnement pédagogique, que ce soit les concours d'éloquence, que récemment, que ce soit l'intérêt pour l'art contemporain, que ce soit l'ouverture également sur le monde économique, puisque bien avant tout les autres établissements de formation, cet établissement s'est ouvert sur son tissu environnement industriel avec des partenariats intéressants, des constructions de machines, moi-même en bénéficie en tant que chef d'entreprise. Donc voilà, je crois que c'est un trait de caractère très intéressant. Un autre, c'est celui de l'exigence. L'exigence qui, parfois, dans le passé, pouvait être peut-être jugée aussi comme un peu dur, parce qu'on a quand même des souvenirs de mon frère qui était là tout jeune, qui était en préparation de l'école d'ingénieur dans cet établissement. Et c'est vrai qu'il était pas rare qu'il passe parfois des week-ends répétés, on ne le voyait pas à la maison, parce que parfois nous sommes pas rendus de voir à l'heure. Mais en tout cas, au-delà de cet aspect un petit peu amusant, je voudrais noter l'exigence du travail qui a été fourni ici et de ce qui était attendu de la part des élèves pour leur futur. Donc voilà, je crois que c'est un élément très important. Et puis enfin, cette ouverture, je le redis une dernière fois, sur le monde économique, sur le monde qui entoure l'école. Ce n'est pas une école fermée. Et en termes d'image, je pense que nous sommes dans un même navire. L'école nationale, comme on l'a toujours appelé, a toujours été une école dont la réputation dépassait largement les 200, 300, 400 km. On accueillait des élèves qui venaient de départements bien lointains, parce qu'ils savaient qu'ici, ils trouveraient la perfection. Voilà, donc je sais que nous sommes toujours sur cette ligne-là. Une pensée aussi pour mesdames et filles de M. José, qui j'ai pu discuter tout à l'heure, et qui m'ont fait part de leur émotion d'être présentes. Et c'est vrai que ce regard à la fois présent et un peu lointain de cette plaque est très émouvante. Donc je remercie toute la communauté éducative d'avoir œuvré dans ce sens. Félicitations à toutes et à tous et bon vent pour les 100 ans qui sont devant nous. Monsieur le préfet, madame la rapporteure, monsieur le député, monsieur le maire, madame le professeur, mesdames, filles de José, mesdames, messieurs, m'exprimer devant vous ce matin constitue pour moi un instant fort d'émotion, comme pour vous tous d'ailleurs, une émotion individuelle, de recueillement autour du message de l'homme, du sens de son destin et de la force de son engagement. Mais aussi une émotion collective de concorde autour des valeurs républicaines que j'en ai incarnées avec droiture et opiniâtreté. C'est tout à la fois à l'enthousiasme bâtisseur du Front populaire et à l'auteur sensible de souvenirs et solitudes qu'à la tragédie de l'homme lâchement assassiné le 20 juin 1944
par des miliciens après des années d'emprisonnement à Anvers de nous rendre hommage. Je salue chaleureusement que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'an dernier lors de la projection du documentaire soutenu par le Conseil régional, consacré à leur père, intitulé Un crime français, dont je vois qu'il est possible de le visionner ici, un excellent film. Ces sentiments mêlés sont d'autant plus intenses que nous traversons une période difficile, de tension dans la société liée à une crise structurelle et à l'épuisement de nos systèmes. Dans ce contexte, la figure de Jean Zay prend une dimension d'autant plus fédératrice car il porte ce souffle d'intransigeance républicaine, de probité et de fidélité à ses valeurs jusque dans la mort. Cet héritage de liberté, de dignité nous a été transmis par la résistance et nous devons l'avoir toujours présent à l'esprit. Alors que les populismes se nourrissent du sentiment d'injustice qui gagne les peuples européens, l'exemple de Jean Zay, de son courage lorsqu'il a rejoint en 1940 Pierre Mendès France, Daladier et Mendel à bord de la Silla, de sa force d'âme lors de sa longue incarcération et de son humanisme viscéral doivent inspirer notre action. Il est indispensable dans une période contrastée. Il est indispensable dans une période contrastée comme celle que nous vivons, faite d'inquiétude et d'espoir, de se tourner vers ceux qui ont fait notre histoire dans sa noblesse et dans ses drames. Comme l'écrivait Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Alors que notre pays voit s'entrelacer la peur de l'avenir et la résignation, Jean Zay porte ce message de mobilisation et de compatibilité. Mais Jean Zay fut d'abord un homme public exceptionnel, au parcours exemplaire qui a su porter haut les valeurs du progrès et du radical socialisme. Dans les années 20, il fait partie des jeunes durs qui militent pour rénover en profondeur le parti radical. Remarqué comme appartenant au plus brillant de sa génération, il devient député à 27 ans, avant de participer en 1936 à la belle aventure du Front populaire en devenant ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts. Ses qualités d'homme d'État, son sens de la justice et sa détermination se sont alors révélés au grand jour. Il a consolidé les fondements de l'école républicaine, mettant la démocratisation de l'enseignement et la diffusion de la culture au cœur de ses réformes volontaristes. Comme l'a rappelé tout à l'heure Madame le proviseur, la liste de ces innovations est longue depuis la création du CNRS, dont il pose des bases, des CROUS jusqu'à la simplification administrative en passant par l'allongement de la scolarité obligatoire. Sur le plan culturel, vous l'avez aussi rappelé Madame la proviseur, nous lui devons des événements majeurs comme le Festival de Cannes, des équipements phares comme le Musée de l'Homme. M. Prost aura l'occasion de nous les détailler et de les mettre en perspective tout à l'heure. Jean Zay était donc un homme de grand projet qui concevait l'éducation comme un impératif de liberté, comme un vecteur d'égalité républicaine et comme le premier pilier de la citoyenneté. Il avait aussi compris que la jeunesse, notre grande cause régionale aujourd'hui pour laquelle nous aurons tant, constitue notre plus grande richesse et porte en elle les ferments de notre avenir. Cette priorité accordée à la jeunesse et à l'éducation, le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, la partage pleinement. Et je crois que d'une certaine façon, la refondation de l'école de la République respecte, valorise et transcende l'héritage de Jean Zay pour faire face aux enjeux du monde actuel. Nous sommes réunis dans l'un des temples de cette jeunesse, un lycée qui fête ses 80 ans. Je sais, Madame le proviseur, comme vous m'en avez parlé depuis bien longtemps, combien vous attachez l'importance à cette fête aujourd'hui. Cet établissement est exemplaire en bien des plans et il incarne ces valeurs méritocratiques et cet esprit d'innovation. Je pense en particulier à l'expérimentation sur les ressources numériques que nous menons depuis près de 2 ans à Auvergne. Le lycée Jean Zay fait donc partie des 12 lycées pionniers qui se sont engagés dans le défi numérique éducatif. Les enjeux en matière de lutte contre l'échec scolaire, contre les inégalités territoriales et sociales sont considérables. Je pense aussi
à la logique de parcours que développe cet établissement, avec des formations générales et technologiques, allant jusqu'aux formations post-bac, des classes préparant aux grandes écoles et des BTS parfois très rares. C'est cette mixité des publics, ces possibilités de passerelle entre les formations qu'il faut développer. Voilà le sens de ce que... C'est là que certains démons peuvent ressurgir, et je crois que cette page-là, très bien choisie par les lycéens était un message extrêmement fort. Ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas ce qui sera dit notamment par la conférence, c'est peut-être quelques mots, ce que j'ai retenu moi sur l'action du ministre de l'Éducation nationale. J'ai retenu pour ma part 3 éléments. Le premier, c'est surtout cette volonté de réunifier, ça a été très bien souligné par le président du conseil régional, de réunifier l'enseignement. N'oublions pas qu'à cette époque, deuxième, il a été extrêmement sensible, et c'est lié à ça, à la question de 1934. Jean Zé était dans les rues d'Orléans, à l'heure où la France... Chers lycéennes, bienvenue pour ce grand événement du 80 ans de Jean Zé. Il s'agit bien d'un grand événement pour nous. D'abord parce que nous accueillons M. Antoine Brault, qui est un historien, c'est son métier, et que je crois que c'est très rare d'accueillir une conférence de ce niveau dans un lycée, et plus particulièrement un lycée technologique. Monsieur Antoine Brault, vous êtes un spécialiste d'histoire contemporaine. Vos travaux ont porté sur l'histoire de la société française, et plus particulièrement sur l'histoire du Front populaire, sur l'histoire du Parti communiste français. Vous avez également travaillé sur l'enseignement en France, et puis plus récemment, vous avez dirigé un travail sur Jean Zé, d'où votre présence ici. Vous représentez pour nous aujourd'hui l'histoire savante, l'histoire universitaire, et par ricochet, ça permet aussi de légitimer l'histoire scolaire que nous faisons tous les jours au lycée Jean Zé. Histoire scolaire qui a quand même connu quelques vicissitudes ces dernières années, notamment dans les classes technologiques et, pour ne pas les citer, les terminales S et SI, scientifiques et sciences de l'ingénieur. C'est un événement également important, et pour vous le démontrer, j'ai besoin de prendre un chemin de traverse. Ce matin, j'ai animé avec des élèves un atelier sur l'identité de ce lycée. Et voici ce que disent les élèves de leur lycée d'eux-mêmes. Ils disent qu'ici ils trouvent de la solidarité, une amitié forte, le partage, et je dirais aussi, mais sans qu'ils le disent et sans qu'ils le sentent, le sens de l'honneur et la fierté d'être ici. Ils ont aussi le souci de la transmission entre générations de lycéens. Et il me semble que toutes ces valeurs n'auraient pas déplu à Jean Zé. Et donc, il me semble que c'est là que se tient le lien ténu entre le lycée de la Troisième République et le lycée Jean Zé en 2013, le lien ténu entre Jean Zé, l'homme politique de la Troisième République et du Front populaire, et les élèves de ce lycée Jean Zé. Cette communauté de valeurs, et Monsieur Antoine Brault, je crois que vous avez consolidé aujourd'hui ce lien entre ces générations, entre cet homme et nos lycéens dont nous sommes très fiers et auxquels nous avons l'honneur de professer. Vous avez un peu rempli les vides de ce puzzle et vous avez, je crois, donné du sens à l'ensemble. Sachez que votre conférence est très attendue ici. Je ne vous mets pas la pression.
Oui, je vous remercie, chers collègues, de cette présentation et je reprendrai le terme que vous avez utilisé, l'honneur d'enseigner. Parce qu'en effet, c'est un honneur d'enseigner, c'est un honneur pour moi de faire cette conférence et je remercie Madame le proviseur et les organisateurs de cet anniversaire de m'y avoir convié. Je vais m'adresser essentiellement aux lycéens et lycéennes. Et après les très beaux discours que nous avons entendus, qui étaient très richement documentés tout à l'heure, je vais prendre la question de l'héritage de Jean Zay par un autre biais et je vais m'efforcer de répondre à 5 questions que vous pouvez vous poser sur Jean Zay. La première de ces questions, c'est pourquoi avoir donné le nom de Jean Zay à cet établissement? C'est assez simple. La réponse, vous la connaissez, j'imagine. C'est un grand ministre de l'Éducation nationale qui a été assassiné en 1944 par la milice. Et l'anniversaire que nous avons commémoré il y a 9 ans du centenaire de cet assassinat, du 70e anniversaire de cet assassinat que nous reprendrons l'année prochaine, en 2014, c'est vraiment une date fondatrice, parce que cet assassinat, comme on l'a dit tout à l'heure dans le hall, ça visait à rayer Jean Zay de l'histoire, à le rayer complètement, à le priver de sa vie et de son identité, puisqu'il a lâchement été assassiné dans le dos par des miliciens qui étaient venus le chercher dans sa prison de Rion, ils ont pas qu'ils étaient des résistants, ils l'ont déshabillé et on l'a laissé pourrir dans un puits. C'est des chasseurs qui, 18 mois plus tard, attirés par l'odeur, ont retrouvé des ossements, des débris sans identité. Du coup, on l'a inhumé au cimetière de Cusset, comme on inhumait, pendant la guerre de 1914, les soldats qui n'avaient plus d'identité. Et c'est seulement quand on a eu arrêté l'assassin de Jean Zay, on l'a arrêté en Argentine, toute une histoire compliquée, que l'assassin a raconté l'assassinat, on a fait le lien et on a identifié le cadavre enterré à Cusset comme étant celui de Jean Zay. Et c'est à ce moment-là qu'en quelque sorte, il sort de l'anonymat. Jusqu'en 1947-48, Jean Zay, il est disparu. Il n'est plus là. Et personne ne sait qui il est. Vous imaginez ce que c'est pour la famille. Donc, qu'on ait donné le nom de Jean Zay à ce lycée, c'est un hommage à un martyr de la République. Deuxième question, pourquoi on l'a assassiné? Pourquoi l'a-t-on mis en prison? Puisque s'il n'avait pas été en prison à Lyon, s'il avait pu se cacher, on ne l'aurait pas assassiné. Alors là, la responsabilité du gouvernement de Vichy est assez forte, elle est même totale. Pourquoi l'a-t-on mis en prison? Pour un faux motif. On a évoqué tout à l'heure l'affaire du massacre. Jean Zay part en 1939, il rejoint son régiment, il fait son métier, et comme il y a un statut des députés pendant les guerres qui n'a jamais été fixé, même pendant la guerre de 1914, mais pendant la guerre de 1914, vous avez des députés comme Abel Ferry qui sont au front et puis qui reviennent pour les séances du Parlement en permission, ils repartent au front après. Et Abel Ferry sera d'ailleurs tué au front, mais il a été très important dans les comités secrets de la Première Guerre mondiale. Jean Zay, c'est la même chose. Le Parlement se réunit à Bordeaux, il demande une permission, avec l'autorisation de son supérieur, il va rejoindre le Parlement. Et à Bordeaux, le gouvernement se divise en deux. Vous avez le général maréchal Pétain qui dit « Je ne veux pas quitter le sol national. Je resterai sur la terre française. » Plus tard, il dira « La terre ne ment pas. » Et puis, il y a dans le gouvernement des gens qui veulent continuer la lutte en Afrique du Nord. Et ils trouvent un compromis. Le compromis, c'est Pétain reste en France, et puis le président de la République et un certain nombre de parlementaires partent pour l'Afrique du Nord. Les uns par le Massilia, un grand bateau, un très beau paquebot qui est là à Bordeaux, qui est prêt à faire la traversée, mais pour Casablanca, évidemment. Et les autres par Provence, d'un port du côté de Sète,
c'est le sud, la mer Méditerranée. Et le président de la République doit partir pour vendre, et les bagages du président de la République sont déjà dans sa voiture. Et à ce moment-là, Laval fait passez-moi l'expression, un siècle épouvantable. Il déboule dans le bureau du président de la République avec une cinquantaine de députés et lui dit: vous n'avez pas le droit de partir. Et il y a un revirement à ce moment-là, et le piège se referme. Les prisonniers du Massilia, les passagers du Massilia sont arrêtés quand ils arrivent à Casablanca, et on va les empêcher de joindre la France. Ils ne participeront pas au vote du 10 juillet 40. C'est une précaution qui a été prise par Laval et les gens qui voulaient faire ce coup d'État, parce que comme c'était des députés connus et influents, dans les débats, ils auraient pu peser et contrarier les projets de Laval. Donc, cette histoire de condamnation de Jean Zay pour désertion, et qui plus est en présence de l'ennemi, c'est complètement fantastique. Et donc, il va être jugé par un tribunal militaire et il va être condamné. Et pour vous donner le résultat de ce procès, je lui laisse la parole parce qu'il le raconte très bien, c'est pas la peine que je le commente. Voyons voir si les pages sont bonnes. Voilà. Ministre pendant 4 ans, cible notoire de la campagne antisémite, parenthèse, bien que protestant comme le fut tout mon ascendance maternelle, mais j'ai toujours tenu la honneur de ne rien démentir sur un pareil sujet. Ce qui est l'attitude constante des juifs républicains dans ce pays, c'est le cas de Marc Bloch, c'est le cas de René Cassin. Vous trouvez dans leurs œuvres des textes exactement concordants avec celui-ci. Fin de la parenthèse, je fus gratifié d'un procès actif et spécialement corsé, terminé par la peine maximum de la déportation. Ancien sous-secrétaire d'État israélite, Madespan se voit infliger 6 ans de prison sans sursis. Ancien sous-secrétaire d'État également, mais non israélite, Vienno s'en est tiré avec 8 ans de prison avec sursis. Quant à Wilzer, Madespan, Vienno et Wilzer ont été aussi jugés pour désertion. Quant à Wilzer, député modéré de la Moselle, non israélite et qui n'avait jamais appartenu au gouvernement de la République, on lui octroya un non-lieu. Vous voyez la hiérarchie des peines. Le ministre, franc-maçon, israélite, jugé israélite, déportation à vie. Le secrétaire d'État, pour être ministre, israélite, prison ferme. Le secrétaire d'État, pas israélite, prison avec sursis. Donc, vous savez, c'est un procès politique. C'est pas du tout un procès juif. D'ailleurs, il sera lavé par le conseil militaire, le tribunal militaire après la guerre. Donc, le prétexte ne tient pas. La réalité, c'est le règlement de compte politique et c'est la haine. Il faut prononcer le mot, c'est un gros mot, c'est un mot très vilain, un mot très sale, mais la haine, ça existe. Ça existe notamment en politique. Ça n'existe pas seulement en politique. Et même quand c'est pas en politique, c'est laid. Mais c'est la haine. Et la haine tue. Pourquoi? Parce que Jean Zay représente tout ce que l'extrême droite déteste. Et dans ce qu'elle déteste, c'est pas seulement le juif, le franc-maçon ou le ministre de l'Éducation nationale. La droite, l'extrême droite de l'époque n'aime pas l'éducation nationale. C'est clair. Bon. Mais c'est que Jean Zay s'est battu contre la politique d'apaisement à l'égard d'Hitler. Il est dans ses souvenirs et solitudes, ses propos de prison, il est tout à fait clair. La politique de complaisance envers l'Allemagne se fondait sur un autre calcul inavoué à l'époque. Il pensait ainsi par admiration pour l'hitlérisme, par haine de la République, dont la disparition était à la fois une condition et une conséquence de leur dessein. Le rôle qu'il rêvait pour la France dès 1935, c'était celui de lieutenant du Troisième Reich. Il voulait l'adosser à l'Allemagne après l'avoir convertie au fascisme
pour lutter contre la Russie soviétique et contre l'Angleterre et l'Amérique démocratique. C'est ça la politique qu'il a refusée à l'intérieur du gouvernement. Il apparaît donc en quelque sorte comme un fauteur de guerre. Et vous savez que Vichy va faire le procès du Front populaire pour avoir déclaré la guerre à Hitler. C'est le fameux procès de Lyon, qu'il va être obligé d'arrêter parce que les Allemands s'aperçoivent que ce procès tourne au désavantage de l'Allemagne. Donc c'est toute sa politique, c'est toute la politique de Janssen qui est condamnée, et pas seulement le fait qu'il ait été un bon ministre de l'Éducation nationale. Donc, première question, pourquoi avoir donné le nom de Janssen à ce lycée? J'ai répondu. Pourquoi a-t-il été mis en prison et assassiné? J'ai répondu. Troisième question, pourquoi est-ce que c'était un bon ministre? Et ça, c'est une question piégée. Parce que qu'est-ce qu'un bon ministre de l'Éducation nationale? Je vous le demande. D'abord, ça dépend de la personnalité du ministre. De même qu'il n'y a pas un bon professeur, mais des milliers de bons professeurs, parce que chacun est professeur avec sa personnalité. Vous en avez qui sont froids, en apparence, qui sont très bons professeurs. Vous en avez qui sont très, très cordiaux, très chaleureux, qui sont aussi très bons professeurs. Ils ne sont pas bons professeurs de la même façon. Les ministres, c'est pareil. Ils n'ont pas, si vous voulez, pour prendre des exemples récents, entre Lionel Jospin, qui est plutôt froid et sec d'apparence, ou Alain Samary, qui est mort et qui était un homme tout à fait différent, ils ne sont pas ministres de la même façon. Bon. Surtout, ça dépend du contexte. En règle générale, c'est plus facile d'être un bon ministre quand la conjoncture est à la croissance que quand elle est à la récession. Et de ce point de vue, Janssen n'a pas été éclaté, parce que Janssen a été un bon ministre sans beaucoup d'argent. La France du Front populaire est une France qui se réarme. Contrairement à ce que Vichy croyait, Léon Blum a fait un grand programme de réarmement de 14 milliards de l'époque, c'était une somme considérable, et donc Janssen n'a pas eu tous les crédits qu'il souhaitait. Donc ça dépend beaucoup du contexte. Deuxièmement, à l'époque, c'était beaucoup plus facile d'être un bon ministre de l'Éducation nationale qu'aujourd'hui, parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'était tout petit. C'est un petit ministère, c'est un grand ministère par la fonction, le symbolisme, mais par la taille, c'est pas un ministère où on a des problèmes de gestion qui vous harcèlent à longueur de temps. Il y a 150 000 instituteurs, c'est les inspecteurs d'académie qui s'en occupent dans les départements. Le ministre, c'est tout. L'enseignement secondaire, c'est moins de 30 000 professeurs et 200 000 élèves. 200 000 lycéens, vous vous rendez compte? Et ils ne descendent pas dans la rue. Donc, c'est calme pour le ministre. Et quant à l'enseignement supérieur, il y a même pas 5 000 étudiants et autour de 3 000 professeurs. C'est tout petit. Si bien que le ministre, c'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les ministres, pas seulement celui de l'Éducation nationale, le premier et tous les autres, font faire leur discours par les membres de leur cabinet. Ils ont dans leur cabinet une plume, un conseiller technique qui rédige leur discours. Généralement, le conseiller technique a la prudence de demander au ministre ce que le ministre a l'intention de dire, et il essaye de le mettre en phrase de la façon dont le ministre a envie que ce soit fait. Il imite le style du ministre. Un exercice de style intéressant. Mais surtout, grande frayeur du ministre aujourd'hui, c'est que le conseiller qui a fait leur discours se soit trompé dans l'ordre des pages. Parce que s'il se trompe dans l'ordre des pages au moment où le discours est prononcé, il y a nécessairement un cafouillage autour de la page. Ce n'est pas la suite de la phrase. Mais au temps de Janssen, c'était l'inverse. Janssen était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Il a fait pour les obsèques de Ravel un discours absolument éblouissant. C'est lui qui l'a fait. Personne n'est capable d'écrire aussi bien et aussi splendidement un éloge de l'intelligence dans la musique qui est typiquement Janssen. Eh bien, il a envoyé quelqu'un de son cabinet pour lire son discours aux obsèques de Maurice Ravel. C'est-à-dire que être un bon ministre, mais s'il n'est pas le seul, Édouard Herriot écrivait lui-même ses discours quand il était ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez, c'est pas du tout la même dimension. Alors, il a été un bon ministre pour des quantités de raisons
que je ne vais pas toutes développer parce que elles ont été largement développées dans le rôle tout à l'heure, et je ne vais rien rajouter ou à corriger. Je dirais simplement qu'il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de la Culture aujourd'hui. Comme ministre des Beaux-Arts, il a fait le musée des arts décoratifs, il a lancé le Festival de Cannes, il a fait la Biennale des théâtres nationaux, etc. Comme ministre de l'Éducation nationale, ça a été un bon ministre de l'Éducation nationale pour deux raisons. D'abord parce qu'il a réalisé un certain nombre de réformes importantes, mais sa plus grande qualité peut-être ailleurs. Parmi les réformes qu'il a réalisées, je ne les énumérerai pas toutes. Je vais laisser de côté la création du CNRS, la création de ce qui deviendra le centre des œuvres universitaires et la création de ce qui deviendra l'organisation du sport scolaire et universitaire. Ce sont des secteurs où il a laissé sa main. Et dans les autres mesures, j'en retiendrai seulement deux. Il y en a une qui a été esquissée tout à l'heure, qui est en effet très importante et dont on parle très peu, mais dans cet établissement en particulier, je tiens à la rappeler et à la développer un petit peu, c'est l'orientation professionnelle. Et ça s'est fait par décret loi. C'est pas. Janssen n'a fait aucune loi. On peut être un grand ministre sans faire de loi. On peut être aussi un grand ministre sans faire des lois. Mais lui, il n'a pas pu en faire parce que la Chambre n'était pas du tout de son alpha. Le président de la commission d'éducation de la Chambre était un normalien religieux, agrégé de lettres classiques, très défenseur des traditions universitaires. Il avait été président de la commission d'éducation nationale pendant 6 ans, et dans les règles normales de la Troisième République, il aurait pu devenir ministre. Donc, qu'on ait nommé Janssen à sa place ne lui avait pas fait plaisir, et il s'est vengé en enterrant le projet de Janssen. De toute façon, sous la Troisième République, il fallait beaucoup de temps pour qu'un projet de loi arrive à son terme. Le projet de loi sur les assurances sociales, il est lancé en 1919, il aboutit en 1928, et encore à la condition que le gouvernement s'engage à déposer un projet rectificatif dans les 2 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu 10 ans pour créer les assurances sociales dans ce pays, alors qu'en Allemagne, il date de Bismarck de 1884. C'est parce qu'on a récupéré l'Alsace-Lorraine, mais je m'égare. Mais ce n'est pas dans notre sujet. Donc il a fait aucune loi, mais il a fait un décret par lequel on ne peut pas entrer en apprentissage sans avoir subi un examen d'orientation professionnelle. Et Janssen a créé un réseau qui s'est mis en place d'ailleurs très lentement, un peu sous Vichy, et beaucoup en 45, 46, 47, un réseau départemental pour que dans chaque département, il y ait à côté de l'inspecteur d'académie quelqu'un qui certifie que le futur apprenti a subi un examen d'orientation professionnelle. Il vaut mieux ne pas mettre dans l'horlogerie, par exemple, des gens qui ont une mauvaise vue. Parce que l'horlogerie, un myope peut très bien faire un très bon horloger, mais quelqu'un qui a 5/10, non, ne peut pas. Donc il vaut mieux faire un examen d'orientation professionnelle avant. C'est ça l'examen d'orientation professionnelle. La deuxième grande réforme de Janssen, c'est d'avoir rapproché, en effet, dans un souci de démocratisation, les deux filières, c'était l'école du peuple et l'école des notables. L'école des notables, c'était les lycées, ça commençait à la 11e, même au jardin d'enfants. Et puis ça allait éventuellement jusqu'au conservatoire aux grandes écoles. Puis à côté, il y avait l'école primaire publique, qui était gratuite, tandis que le lycée était payant, jusqu'en 1930. Et dans l'école primaire publique, ensuite, on continuait, on pouvait faire du primaire supérieur, qui donnait à peu près le même niveau que celui qu'a gagné les lycéens en fin de 3e. Et Janssen a rapproché les deux avec une classe d'orientation qu'il a mise en expérience. Donc c'est une petite expérience, il y en a 175 à la rentrée 1937. Et il a rapproché le programme de la filière primaire supérieure et de la filière secondaire pour que les élèves puissent passer de l'une à l'autre. C'est l'amorce de ce que va faire la 5e République
en 1960, à 59 on commence, très mal, et c'est le collège, en quelque sorte, c'est la première tentative de réalisation de ce qui va devenir le collège unique. Vous voyez que si on avait fait la réforme de Jean Zay au moment où il l'a présentée, c'est-à-dire en 1937-38, on aurait gagné une trentaine d'années dans l'évolution du système scolaire. Donc ça, c'était très important. Mais pour moi, c'est pas le plus important dans la gestion de Jean Zay, qui est une gestion très originale. Jean Zay est un bon ministre de l'Éducation nationale parce qu'il a fait bouger l'Éducation nationale. Il l'a mise en mouvement. C'est très difficile de mettre en mouvement l'Éducation nationale parce que dans l'Éducation nationale, on est très indépendant et il suffit qu'on vous dise de lire la lettre de Guy Moquet, ce qui n'est pas une très bonne idée, pour que vous n'ayez pas envie de la lire. Si vous voulez que les professeurs lisent une lettre, il ne faut surtout pas leur donner comme instruction, vous allez lire cette lettre. Il faut être plus participatif. Il faut aussi mieux choisir le document, parce que faire avec Guy Moquet un exemple de la résistance, ce n'était pas tout à fait pertinent. Bon, enfin, passons sur cet épisode qui maintenant appartient à l'histoire. Pour mettre l'éducation nationale en mouvement, qu'est-ce qu'a fait Jean Zay? Ce qui est extraordinaire, c'est la loi, la seule loi qui est faite, qui est la loi de juin 1936, qui prolonge la scolarité obligatoire de 13 à 14 ans. Et cette loi, elle s'applique à la rentrée. Donc, une loi de juin, je sais bien que la rentrée à l'époque se faisait un an plus tard, se faisait en octobre et pas en septembre. Tout de même, il n'y avait pas beaucoup de temps pour préparer la mise en application de cette. Parce qu'une année de plus, dans le primaire, c'est une classe de plus. Et ça va s'appeler la classe de fin d'études primaires. Et alors, que fait Jean Zay? Eh bien, il fait une belle circulaire qui envoie à tous les instituteurs, les directeurs d'école, en disant voilà, cette année, vous allez innover. Voilà, 3 grandes orientations. Il faut donner un complément de culture, il faut faire une orientation professionnelle, il faut consolider quelques acquisitions, il ne faut plus du tout faire les mêmes exercices que dans les classes avant, que dans les classes antérieures. Allez-y. Et je ferai des circulaires plus tard. C'est-à-dire que les instituteurs vont expérimenter à leur guise la classe d'orientation. On leur dit voilà, vous avez une année de plus, c'est à vous de dire ce que vous allez en faire. Ils misent sur leur responsabilité, sur leur initiative, sur leurs compétences, donc ils les valorisent. Alors, ils se mettent en mouvement, bien sûr, devant une situation aussi neuve. En 1937, en 1938, Jean Zay va faire des circulaires, va organiser les travaux pratiques, les classes promenades, les éléments, les horaires de sport, etc. Et les instructions officielles paraîtront seulement en septembre 1938. Et vous avez donc une mise en route de l'éducation nationale qui se fait aussi dans le second degré avec les loisirs privilégiés, avec simplement moins d'initiative, et qui fait que Jean Zay est un ministre populaire. C'est rare, les ministres populaires, mais on en a le témoignage une fois qu'il est militaire. Parce qu'il est lieutenant dans le train, pas la cavalerie, c'est pas les armes prestigieuses, mais il est lieutenant. Là, il a été affecté par l'armée, en raison notamment de sa mauvaise vue. Eh bien, il y a des instituteurs qui le reconnaissent et qui viennent lui serrer la main. Et il écrit à Maurice Genevoix, il dit dans tout ce que j'ai fait, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que cette reconnaissance que m'accordent les anciens administrés. Je dirais, jamais. Bien. Donc, un grand ministre. Mais pourquoi il est devenu ministre? C'est ma quatrième question. Il est devenu ministre parce qu'il a fait de la politique. Si vous voulez être ministre, il faut être député. Donc, il s'est fait élire député. Pour se faire élire député, il faut faire des réunions, adhérer à un parti politique, il y a tout un cursus à suivre. Hier comme aujourd'hui,
C'est-à-dire que dans le parti radical de l'époque, les radicaux, ils étaient toutes les majorités. Ils étaient des majorités de gauche, mais ils étaient aussi des majorités de droite. Donc à l'intérieur du parti radical, il y avait les deux. Et ceux du Loiret, notamment les sénateurs, étaient plutôt du côté droit. Mais comme le candidat affronté était un candidat très très bien implanté, et un candidat très modéré, les modérés du parti radical ont pensé qu'un candidat trop modéré n'avait aucune chance de rassembler à gauche. Parce que même si le Loiret est un pays un peu très modéré, il y avait quand même des socialistes et quelques communistes. Donc il valait mieux, si on voulait être élu, il valait mieux leur offrir un candidat. Et j'ajouterais, ça ne se dit pas, mais je pense que comme le poste était difficile à prendre, l'échec était probable. Et quand vous êtes un cacique du parti radical, vous n'avez pas envie de subir un échec électoral. Il vaut mieux envoyer au feu un petit jeune. Et c'est ce qu'on a fait avec Jean Zay. Il avait 28 ans, même pas. Donc tout jeune. Et il a fait une campagne absolument éblouissante. C'était un très grand orateur, c'était un vrai écrivain, quelqu'un de remarquable, et il a joué un rôle important dans le parti radical. C'est lui qui va faire le rapport de politique générale au congrès du parti radical qui décide de l'adhésion du parti radical au Front populaire. Donc, il est dans le parti radical l'un de ceux, pas le seul, sans ça, la majorité du parti radical n'aurait pas basculé, mais il est l'un de ceux qui ont fait basculer le parti radical du côté du Front populaire. Je dois dire que les radicaux pensaient sortir vainqueur du scrutin, être le premier parti, mais comme le courant à gauche était plus puissant, c'est le parti socialiste qui a été le parti de gauche le plus important, et c'est pour ça que Léon Blum, qui était le leader naturel du parti socialiste, a formé le gouvernement. Et pourquoi Léon Blum a-t-il pris Jean Zay comme ministre? Alors, l'histoire qu'on raconte, c'est le coup de téléphone que Jean Zay a reçu de Léon Blum, où Léon Blum lui dit: écoutez, je vous parle de l'éducation nationale, il faut un jeune. Je trouve que l'argument est bien peu politique. Bien sûr, il faut un jeune, mais enfin, il y a des jeunes qui sont inégalement doués, compétents. Jean Zay, il n'était pas compétent du tout pour l'éducation nationale. Il n'y connaissait rien. Absolument rien. Et les ministres de l'éducation nationale, si je peux me laisser à dire ça, moi qui sont encore vivants, vous me le pardonnerez, mais un des plus mauvais ministres de l'éducation nationale a été M. René Hagi. C'est certainement celui qui connaissait le mieux l'éducation nationale. Il avait été instituteur, professeur d'université, professeur de lycée, inspecteur général, proviseur. Il avait tout fait. Il avait visité la maison de la Carle-Grenier. Donc, pourquoi est-ce qu'il prend Jean Zay? C'est pas parce qu'il connaît l'éducation nationale. Alors, il dit que c'est parce qu'il est jeune. Non. La vraie raison, à mon avis, c'est que dans le gouvernement précédent, qui était le gouvernement Sarrault, le gouvernement radical, Jean Zay était secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Les institutions de la Troisième République, ce n'est pas comme les nôtres. Sous la Troisième République, le président du Conseil, on ne l'appelle pas Premier ministre, on l'appelle président du Conseil. Parce qu'il est en effet un président, il est en même temps ministre de quelque chose. Et Édouard Herriot était ministre des Affaires étrangères, Valdez Rousseau était ministre de l'Intérieur. Ce qui fait qu'il n'y avait d'ailleurs pas d'archives, il n'y avait pas de secrétariat général du gouvernement, les archives restaient dans le ministère où était Léon Blum est le premier ministre qui n'a aucun portefeuille. C'est avec Léon Blum que Matignon devient le siège du gouvernement, avec un secrétariat général du gouvernement qui s'organise, et avant, le besoin se faisait sentir, et Sarrault, qui était, je crois, ministre de l'Intérieur, oui. Non, il n'était pas ministre de l'Intérieur, il était peut-être ministre des Affaires étrangères, avait fait un secrétaire d'État à la présidence du Conseil qui était chargé de gérer les relations entre les ministres.
Et ce secrétaire d'État, c'était Joseph. Et dans la Troisième République, il y avait un mois entre les élections et la formation du nouveau gouvernement, parce que pour former le gouvernement, il fallait attendre que l'élection des députés soit validée par les députés eux-mêmes. Et donc, tout le mois de mai, vous avez le gouvernement Sarko qui est en place, le gouvernement Blum n'est pas encore là, et énorme mouvement social. Les grèves avec occupation du site. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que vous avez un ministre de l'Intérieur qui est là pour gérer les affaires courantes, et il se trouve avec une grève, une grève comme on en a encore jamais vu. C'est gentil. Ça, c'est gentil. Ça, vous voyez le regard de la patronne, personne. Merci beaucoup. Et donc, qui est-ce qui va faire la navette entre le gouvernement qui va venir, celui de Léon Blum, et celui qui va partir, mais qui est bien obligé de gérer les grèves? Et vous avez, donc pas beaucoup de patrons, mais quelques-uns tout de même qui demandent qu'on envoie les gendarmes ou la police pour faire évacuer les usines, et un ministre de l'Intérieur qui dit qu'est-ce que je fais? Parce que si je fais ça, la situation risque d'empirer. J'ai des grèves, il n'y a guère que 2 millions de grévistes. 2 millions de grévistes, on n'a quand même jamais vu ça en France. C'est le plus grand mouvement social en France. Depuis, on a fait mieux en 68. 6 millions de grévistes à peu près, donc plus, mais c'est pas vrai. Bon. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que Léon Blum découvre dans ce va-et-vient Janset, parce que c'est Janset qui fait le va-et-vient entre le gouvernement sortant et le gouvernement entrant. Donc Janset sait qu'il a affaire à quelqu'un qui a l'esprit vif, rapide, clair, qui suggère des bonnes décisions et pense que ça fera un bon ministre, même s'il ne connaît rien à l'éducation nationale. Et c'est vrai que les qualités du ministre ne sont pas les qualités du ministre. Bon, donc, voilà pourquoi il est devenu ministre. Parce qu'il a fait de la politique, il a été député, il a fait une carrière politique. Oui. Cinquième question. Mais pourquoi diable a-t-il choisi de faire de la politique? Parce qu'il aurait pu être avocat, il réussissait admirablement comme avocat, et il aurait pu ne pas faire de politique. Bon. Il a fait ce choix par coup, parce qu'il aimait la politique, et là, l'influence de la famille est déterminante, parce que le père de Janset, Léon, c'est un combattant de la politique. On le présente comme un journaliste. C'est vrai, c'est un journaliste. Mais un journaliste qui est venu au journalisme dans les tempêtes de l'affaire Dreyfus pour fonder le premier journal dreyfusiste radical à Orléans, avec un conseiller général, un conseiller d'arrondissement, ça existait, c'est qui s'occupe, qui a perdu son siège parce qu'il était dreyfusiste. Il faut voir la haine était tout à fait forte. Donc, ce père de journaliste. Oui, mais on dans 5 minutes, hein. Voilà. Vraiment, vraiment. Ouais, à penser. Ah ça. Ah bah là tu peux pas passer.
Cache pas ta pellicule, Michel, s'il te plaît. J'ai quand même découvert par exemple différents. Ouais. Ça c'est pas carton, c'est pas ça. Voilà. Mais surtout que les gens intériorisent le dommage, je dis que je suis pas loin en bas. Et donc je figurerai, je ne demanderai pas. Pour le matériau, et donc c'est elle qui est chargée de faire le lien régulier entre Aubert et Duval et tout jeune, et ça c'est essentiel. alors, tu sais que là j'avais un petit peu embarqué façon de dire, mais comment il s'appelle, Emmanuel Duc et Hélène Chanel sur la partie double numérique, c'est un vrai bonheur de bosser avec eux. Ils sont réactifs. Qui a parlé chez Maïs sur un DS 27. Il est où Chanson, je veux chanter une chanson. Faut pas la filmer, elle, c'est une étrangère, mais Merci. J'en ai connu une femme qui avait mis ça. Elle est en Diamané, quel nom qui aime la bière avec un dans un théâtre. c'est pas grave, C'est un petit théâtre. juste essayer d'aller poser. Alors maintenant, tous les soirs, dans le salon. Et là, c'est J'ai proposé en fait de séparer la classe en deux. Je vais essayer de passer les bibliothécaires et de faire travailler sur notre compétence à côté. Mais là, on avait travaillé avec ça. Qui a travaillé beaucoup avec l'établissement. Moi, depuis le début, j'ai commencé chez les 613, je travaillais avec l'établissement tous les jours. J'avais le père Lachien comme il habite dans le sud-ouest, mais
beaucoup de retard. Moi, je peux vous dire que j'ai fait... Non, chaque fois que mais cette modalité-là, elle existe toujours sur... Il est arrivé, il a les personnalités sont je pense que je vais prendre J'étais au moment où il a j'étais là puisqu'il est parti, le président est parti. On l'oublie après. Oui, mais allez vite. Moi, j'ai marché au passé. Lié avec. Qu'est-ce qu'on sent en tant que. Delaunay est descendu en bas. Oui, ah oui, j'ai su ça, ils l'ont su. Donc du coup, Parce qu'à un moment, pardon, il y avait la cité scolaire, collège, lycée. Voir un peu des choses qui ne sont pas complètement déconnectées de l'innovation. Il y a encore une quinzaine je vais être un peu plus nombreux quand même. Bon, ça va. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Sinon, ils ne vont pas chanter tout de suite là. Hein. Là, c'est pour la photo.
On a eu fait mieux. Mais bon. Hein? Mais bon. Hein? C'est quand même, hein. Comme disait Robert, beaucoup qui ont pas réalisé. Mais moi, j'ai pas voulu. Je me suis même pas vu. Je voulais tout par terre, tout taillé, ça m'a semblé impeccable. C'était bon, complètement un oui, quand j'ai t'as bien bossé, parce qu'il est venu. Oui, c'est content, il a des appréciations. Ah oui, j'ai ressorti. Là, c'est un baptême du feu. Mais c'était pas les mêmes. Comment il va, mon ami, par Ouais, il y a. ça.